Avant de passer à la dernière question qui est très difficile et qui est un peu notre cerise sur le gâteau, on va démontrer l'existence et l'unicité de A tel que grand A égale S de A. Donc je rappelle que c'est la surface verte égale à la surface violette. Donc on va chercher un petit A. Bon, on se doute bien qu'il existe, parce que notre surface elle passe de 0 et elle augmente, et puis on voit bien que ça va être plus grand que la surface verte. Mais se douter qu'elle existe, c'est pas démontrer qu'elle existe. Donc on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires au moins une fois. Et je voudrais, avant de commencer la question, vous le faire réviser. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires, c'est quoi? C'est si on a une fonction qui est continue sur un intervalle, avec a et b qui appartiennent à l'intervalle, tout réel k compris entre f de a et f de b admet au moins un antécédent entre a et b. C'est-à-dire que si je prends mon réel k ici, je trace la droite et je vais trouver, dans mon cas, avec la fonction que j'ai choisie, je vais trouver 3 antécédents, donc 3 réels dont l'image est égale à k. Ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Ce qu'on va appliquer, c'est un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. C'est un peu plus sophistiqué parce que, au-delà de la continuité de f, on va imposer la stricte monotonie. C'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai pris une fonction strictement croissante. Donc, dans ce cas-là, tout réel k compris entre f de a et f de b admet un unique antécédent entre a et b. Voilà. Tout à l'heure, on en avait 3, par exemple. Là, on n'en a qu'un seul. Donc ça va nous servir pour résoudre la dernière question. Et ce théorème est évidemment valable pour tout type d'intervalle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir a et b qui sont des réels, on peut avoir des bornes infinies. Donc maintenant, je vous propose qu'on démontre que cette égalité n'est vraie que pour un et un seul réel. Je rappelle donc notre objectif, c'est de montrer qu'il existe un et un seul réel a plus grand que 1, tel que e puissance a égale a au carré plus a plus 1. Alors souvent quand on veut démontrer que a, grand A égale grand B, c'est plus facile de démontrer que a moins b est égal à 0. Donc on va chercher, non pas à étudier e puissance a d'un côté et l'autre fonction de l'autre côté, mais on va étudier la fonction g. Alors on va l'étudier sur R+, parce qu'on cherche un réel plus grand que 1, donc c'est pas la peine de l'étudier sur R, qui à x associe g de x, qui est égal à e puissance x, moins x2, moins x, moins 1. Et là, notre problème, ça revient à chercher un réel unique petit a. Là, le point d'exclamation, c'est une notation pour dire unique. Donc il existe un unique réel petit a plus grand que 1, tel que g de a est égal à 0. Et maintenant, on va étudier les variations de g et voir si on ne peut pas appliquer ce fameux corollaire du théorème des valeurs intermédiaires qui permettrait de nous en sortir. Alors, on va étudier g. Classiquement, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la dérivée pour connaître ces variations. Alors évidemment, cette fonction, elle est dérivable sur R, parce qu'on a un polynôme et l'exponentielle, donc la somme est dérivable, il n'y a pas de problème. Donc g' de x, c'est e puissance x, moins 2x, moins 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à étudier le signe. Ah, oui, mais là, c'est pas évident, parce que e puissance x, c'est positif, mais moins 2x, moins 1, pour le coup, c'est négatif. Donc c'est pas simple d'étudier le signe de g'. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on va étudier les variations de g'. Et pour étudier les variations de g', eh bien on fait sa dérivée, puisque g' est également dérivable. Donc je calcule g seconde de x, c'est e puissance x moins 2. Ah, là par contre, maintenant c'est plus facile d'étudier les variations de g', parce que e puissance x moins 2, son signe on le connaît, c'est positif si et seulement si, e puissance x plus grand que 2, c'est-à-dire x plus grand que ln de 2. Donc on va commencer à tracer le tableau de variation. Je vais me mettre ici. De g'. Alors, j'ai g seconde, je commence en 0, même si ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe au-delà de 20, mais je garde 0 quand même. ln de 2, c'est à peu près 0,69. De toute façon, c'est plus petit
que 1, puisque ln de E c'est égal à 1, et E c'est 2,718. Donc j'ai ln de 2, et je vais avoir plus l'infini ici. Donc j'ai G seconde, qui est nul en ln de 2, positif au-delà, négatif entre 0 et ln de 2. Donc G', elle est décroissante, puis croissante. G' de 0, on va le calculer. G' de 0, c'est 1, moins 0, moins 1, ben ça fait 0. Et G' de ln de 2, ben c'est forcément négatif. On peut l'écrire si on veut. Ça fait E de ln de 2, donc ça fait 2, moins 2 ln de 2, donc moins 1, donc ça fait 1, moins 2 ln de 2. Et ça, c'est négatif. La limite, quand x tend vers plus l'infini de g' de x, g' de x, c'est e puissance x moins 2x moins 1, et je mets e puissance x en facteur, parce que ça va être le terme qui va l'emporter, comme je l'ai dit au tout début de l'exercice. Donc c'est facteur de 1 moins 2x sur e puissance x, moins 1 sur e puissance x, ça tend vers 0, 1 sur e puissance x aussi, tout ça tend vers 1, multiplié par l'infini, ça pose pas de problème, ça tend vers plus l'infini. Et donc maintenant, je vais pouvoir appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. J'ai G' qui est continue, ça se voit rien qu'à sa tête. Elle est strictement monotone sur ln de 2 plus l'infini. Donc tout réel compris entre 1 moins ln de 2 et plus l'infini admet un unique antécédent. Et là, comme j'ai 0 qui est quelque part par là, je vais donc avoir un unique antécédent que je vais appeler alpha. Alors on va essayer d'être un petit peu plus précis pour positionner alpha, parce que alpha il est positionné comment par rapport à 1. Donc on calcule G' de 1. G' de 1, c'est E puissance 1, donc E. Moins 2, moins 1, c'est E moins 3. E moins 3, c'est négatif parce que E, c'est plus petit que 3. Donc j'ai 1 qui est par là. Donc, je sais en plus, je pourrais réappliquer le théorème des valeurs intermédiaires entre 1 et plus l'infini. Je sais que alpha est plus grand que 1. On va continuer maintenant, puisque maintenant on a des informations sur le signe de G'. Donc G', ça vaut donc 0 en alpha. Entre 0 et alpha, G' est négatif. Et au-delà, G' est positif. Donc maintenant, je vais pouvoir tracer mon tableau de variation complet. J'ai donc G qui est décroissante sur 0 alpha et qui est croissante sur alpha plus l'infini. On progresse, ne vous inquiétez pas. G de 0. G de 0, c'est 1 moins 1, ça fait 0. G de alpha. Ah, G de alpha, on va y revenir après. Limite de G de x quand x tend vers plus l'infini. On applique la même technique que celle qu'on a appliquée pour G' de x. On met l'exponentielle en facteur. Et on va avoir G de x qui vaut e puissance x, facteur de 1, moins x2 sur e puissance x, moins x sur e puissance x, moins 1 sur e puissance x. Ça tend vers 0. Ça aussi, donc l'ensemble tend vers plus l'infini, puisque l'exponentielle tend vers plus l'infini. Mais il nous manque une information sur G de alpha. On se doute bien que G de alpha est négatif, mais on va quand même le montrer. Alors, G de alpha, c'est E puissance alpha,
moins alpha 2, moins alpha, moins 1. Bon, évidemment, on n'a pas d'information instantanée sur le signe de G de alpha. Mais on sait quand même que G' de alpha est égal à 0. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a défini alpha. Donc G' de alpha, c'est E puissance alpha, je prends l'égalité ici, moins 2 alpha, moins 1, et c'est égal à 0. Donc j'ai une information sur E de alpha. J'ai donc E de alpha qui vaut 2 alpha plus 1. Donc G de alpha, ça vaut E puissance alpha moins alpha 2 moins alpha moins 1. Je remplace E de alpha parce que je viens de trouver. Donc c'est 2 alpha plus 1 moins alpha 2 moins alpha moins 1. Je simplifie. Ça me fait donc moins alpha 2 plus alpha. C'est égal à alpha facteur de 1 moins alpha. Alpha, il est bien positif. Mais comme alpha est plus grand que 1, eh bien ça c'est négatif. Donc j'ai bien montré que mon G de alpha, il est strictement négatif. Chose qu'on s'attendait à trouver grâce aux variations. On s'approche de la fin, il ne reste plus qu'une seule étape. Maintenant, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, ou plutôt son corollaire, cette fois-ci entre alpha et plus l'infini. Je vous montre proprement comment ça fait. On récapitule. On a donc G qui est continue et strictement croissante sur alpha plus l'infini. On a G de alpha qui est égal à alpha facteur de 1 moins alpha qui est négatif. On a la limite de G de x quand x tend vers plus l'infini qui est égale à plus l'infini. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel A, donc qui se trouve être plus grand que 1, c'est-à-dire que A appartient à alpha plus l'infini, tel que G de A est égal à 0. Et comme alpha est plus grand que 1, on est sûr que A est plus grand que 1, bien sûr. Et bien voilà, on a démontré qu'il existe un seul réel tel que G de A égale à 0, c'est-à-dire que E puissance A égale A2 plus A plus 1. Je vous remontre la courbe. On a montré que ce réel existait, on ne l'a pas calculé. Alors avec la calculatrice ou en le faisant par dichotomie, on trouve que A c'est à peu près 1,79. Donc ça veut dire que grosso modo, par là, si je trace une ligne verticale, eh bien j'aurai autant de hachures violettes que d'hachures vertes. Voilà, nous avons terminé l'exercice. La troisième partie, un exercice que j'aime beaucoup, qui était bien complet. J'espère qu'il vous a aidé et j'espère que cet exercice vous a permis de bien comprendre les intégrales. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et avec Maître Yoda, en ces temps un peu compliqués, on vous dit que la force soit avec vous.